nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. The Lake County coroner has sealed off this house and the cabin behind it. Un double homicide détruit une famille américaine. Il y a eu 2 coups de feu. Le coupable a agi sous la colère. Il a détruit la vie de tous les membres de cette famille. Des secrets, Des portes cachées s'ouvraient sur des couloirs. des trésors dissimulés Il y avait encore beaucoup de bijoux dans cette boîte. et des doubles vies. Je ne voyais que ses yeux noirs et impassibles. Ça faisait froid dans le dos. Une maison de rêve rongée par les secrets. Une famille déchirée par les mensonges et la malédiction qui s'est abattue sur eux. C'est tout de suite dans Crime en haute société. L'orage a éclaté un peu après minuit. C'est cet orage qui a mis fin à toutes les querelles. Le 6 juin 1980, un employé de Raos Automotive arrive au travail comme tous les jours. Son patron, le propriétaire Bruce Raos, est toujours là pour l'accueillir. Bruce Raos avait ses petites habitudes. Il ouvrait toujours à la même heure et remplissait toujours la caisse. Mais ce jour-là, les choses sont très différentes. La station-service était fermée et il n'y avait pas d'argent dans la caisse. L'employé appelle le domicile de son patron et tombe sur Billy, le fils de 15 ans de Bruce Raos. Il lui a dit que son père n'était pas à la station-service et qu'il lui fallait une clé du coffre. Il voulait passer vite la chercher à leur domicile. Billy lui a dit d'attendre un instant. Il a posé le combiné du téléphone. Et 1 minute après, l'employé a entendu des cris. Yeah, this is Billy Rouse. My parents were killed in bed. Where do you live? 2057 North Milwaukee Avenue. À environ 9 h du matin, on m'a bipé. Je devais me rendre immédiatement à Libertyville. Les enquêteurs se précipitent sur les lieux. Un gigantesque domaine équestre dans le quartier le plus huppé de la ville. On ne pouvait pas rater la maison. Quand je me suis garé dans l'allée, il y avait déjà plusieurs voitures de patrouille et les voitures de plusieurs enquêteurs. Billy Raos, Robin, sa sœur de 16 ans, et Kurt, son frère de 19 ans, sont sous le choc et restent assis sur la pelouse. Les enquêteurs, eux, entrent dans la maison. Le lieu du crime se trouvait dans la partie nord de la maison, dans la chambre des parents. Quand les enquêteurs sont entrés, ils ont trouvé Monsieur et Madame Rouse. Monsieur Rouse portait un t-shirt et un caleçon, et Madame Rouse une chemise de nuit. La mère avait été touchée à la tête et le père au niveau de la tempe. Il avait aussi reçu plusieurs coups à la tête et on l'avait poignardé 7 fois dans le cœur. C'était un crime très violent. N'importe quel policier enquêtant sur une affaire de ce genre vous le dira. La personne qui avait commis ce crime avait agi par haine. Les enfants disent aux enquêteurs qu'ils ignorent qui aurait pu vouloir tuer leurs parents. Et malheureusement, aucun d'eux n'a entendu ou vu quoi que ce soit d'inhabituel cette nuit-là. D'après le jeune Billy, sa mère a invité des amis à jouer au bridge l'après-midi même et son père a travaillé tard et s'est couché en rentrant. Billy a souhaité bonne nuit à sa mère et est allé dans sa chambre. Mais ce début de soirée tranquille va vite tourner au cauchemar. Ils nous ont tous parlé de l'orage extrêmement violent qui avait éclaté cette nuit-là. A priori, les orages étaient vraiment très courants dans la région. Même s'il y avait eu des coups de feu, même s'il y avait eu un chasseur dehors, l'orage était tellement bruyant qu'il n'aurait rien entendu.
Kurt vit dans l'annexe à environ 500 mètres de la maison et n'a pas vu ses parents de la soirée. Quant à Robin, elle reste tard à la soirée dansante de son école, la prestigieuse Lake Forest Academy. Elle avait quitté la soirée à environ 23h30. Et elle avait ramené une amie chez elle. Et elle était rentrée tout de suite après. Elle se rend directement dans sa chambre et n'entend rien jusqu'au coup de téléphone du lendemain matin. Il n'y a aucun signe d'effraction. Mais les enfants Raos avouent qu'ils ne verrouillent pas tout le temps la porte d'entrée. Les officiers de la police scientifique commencent à chercher des indices dans la maison. On avait énormément à faire sur le lieu du crime. Il fallait qu'on passe cette maison gigantesque au peigne fin. C'était une maison ranch à 2 étages, équipée notamment d'une piscine intérieure. Mais elle était agencée de façon étrange. On a trouvé des portes cachées dans plusieurs pièces à l'étage. Elles s'ouvraient sur des couloirs secrets qui reliaient certaines parties de la maison et permettaient de la traverser de bout en bout. D'après les policiers, un intrus s'est peut-être introduit en cachette dans la maison et est peut-être resté là pendant des heures. Ces portes permettaient avant tout aux électriciens ou aux plombiers d'avoir accès à la tuyauterie et au réseau électrique. Mais c'était tout de même très étrange. Ils trouvent également un vide sanitaire sous la piscine intérieure. On pouvait passer sous toute la maison. Quand nos enquêteurs se sont faufilés par là, ils ont pris des projecteurs portables, les ont raccordés à des rallonges électriques et ont disparu dans l'obscurité. Ils se rendent compte que le sac à main et la boîte à bijoux de Darlene Raos ont disparu. Et ils font une autre troublante découverte dans le couloir. Le père était un fervent chasseur. Il possédait énormément d'armes et de munitions. Mais tout avait disparu. Des équipes de télévision commençaient à arriver. Les nouvelles vont vite dans ce genre d'affaires. Tout le monde connaissait les Raos et pensait que c'était une famille riche et sans histoire. Du moins jusqu'à ce qu'on retrouve Bruce et Darlene morts. On sentait que l'atmosphère était tendue, comme toujours après un crime violent. En particulier dans un quartier comme celui-ci où les policiers n'ont pas l'habitude des affaires de meurtre. C'était un crime si inhabituel et violent que même les policiers semblaient sous le choc. Les gens se mettent immédiatement à jaser. Bruce aurait fait des affaires avec des gens peu fréquentables. Les enquêteurs espèrent que les enfants Raos pourront leur en dire plus sur les affaires et la vie privée de leur père. En premier lieu, on a décidé d'éloigner les enfants du lieu du crime et de les emmener en centre-ville. On a d'abord essayé d'interroger ces enfants pour en apprendre plus sur leur famille. Mais les enquêteurs n'ont pas le temps de poser leurs questions. Quand leurs familles et leurs avocats sont arrivés, c'était fini. On ne pouvait plus les approcher. Même s'ils consultent les psychiatres les plus chers du monde, ces pauvres enfants risquent d'être marqués à vie. Et comme les enquêteurs vont bientôt le découvrir, les problèmes au sein de la famille Raos étaient peut-être plus graves qu'ils n'y paraissaient. The Lake County coroner has sealed off this house and the cabin behind it. And Lake County Sheriff's Police are going over the 7 acres of property here with a fine-tooth comb. The way that the bodies had been treated brutally, that it would be a person that would have had to have an awful lot of hatred. Les parents semblaient très bien s'entendre avec leurs 3 enfants, et soudain, on retrouvait Bruce et Darlene morts dans leur lit, en plein milieu de la nuit. Forcément, les gens voulaient en savoir plus sur cette affaire. Tous les habitants de la région en parlaient et l'affaire faisait la une des journaux. Un couple de millionnaires tués dans leur demeure. Ces 2 personnes avaient été violemment tuées dans leur lit en pleine nuit, mais en plus tout le monde les connaissait. Les habitants de la ville en faisaient une affaire personnelle. On se croirait dans un film d'horreur. Le tueur court toujours. Il est en possession des armes et des munitions de Bruce Raos. Et il semble particulièrement dangereux. À mon avis, les habitants de la ville ne risquent pas de dormir sur leurs 2 oreilles.
Libertyville est une petite ville de l'Illinois. Tout le monde se connaît ici. Je connaissais les Rouse de nom, comme beaucoup. Bruce Rouse était un homme d'affaires. Il avait plusieurs magasins. Quand on conduisait une voiture à Libertyville, on risquait forcément d'entrer en contact avec les Rouse un jour ou l'autre. Bruce travaillait encore tous les jours. On a découvert les corps parce que Bruce n'était pas encore à la station-service à 6 heures du matin. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes riches continuent à aller travailler à 6 heures du matin, mais Bruce, lui, le faisait. Dans les années 1950, après avoir fini le lycée à Libertyville, Bruce Rouse rencontre Darlene Stenlund et tombe amoureux d'elle. Il achète sa première station-service et le couple travaille jour et nuit pour assurer la réussite de leur entreprise et fonder une famille. À partir des années 1970, leur travail paye enfin. Les Rouse sont une des familles les plus riches de Libertyville. Ils emménagent avec leurs 3 jeunes enfants dans une maison de 13 pièces située sur un terrain de 3 hectares comprenant des écuries et une annexe pour les invités. Ils étaient fortunés. Leur résidence et leur terrain étaient immenses et ils avaient même une piscine intérieure et une annexe pour les invités. Bruce et Darlene offrent à leurs enfants tout ce qui se fait de mieux. Ils avaient tout. Des poneys, des chevaux, des selles, des écuries, des motos et tous les jouets qu'on s'attend à trouver dans une famille aussi riche. Darlene était mère au foyer, mais elle allait jouer au bridge et au tennis. Bruce Rouse avait monté les affaires dans tout le comté de Lake, pas seulement à Libertyville. Il avait gagné beaucoup d'argent et il employait beaucoup de gens. C'étaient des privilégiés. Les enfants conduisaient des voitures luxueuses et fréquentaient de grandes écoles. Les Rouse étaient ce qu'on appelle de nouveaux riches. Pourtant, Bruce s'efforce sans cesse d'agrandir son empire. D'après ses amis, il cherche de nouvelles opportunités d'investissement, mais est dépassé par les événements. Bruce aurait investi de l'argent dans différentes sociétés. Il s'intéressait notamment au câble, qui faisait son apparition à l'époque. À force de vouloir prendre des risques, il avait peut-être fait des affaires avec des gens douteux. D'après des rumeurs, M. Rouse avait fait affaire avec la mafia. Et c'est ce qui aurait pu causer sa perte. Pourtant, après avoir interrogé des amis proches de Bruce et Darlene, les enquêteurs se rendent compte qu'il y avait en réalité de plus gros problèmes au sein même de leur famille. En apparence, c'était une famille parfaite. Le père était un brillant homme d'affaires et les enfants fréquentaient les meilleures écoles. Mais en réalité, il y avait des problèmes de drogue. La maison était remplie d'armes et les enfants organisaient souvent des fêtes. Les Rouse cachaient bien leur jeu. C'était une famille compliquée qui avait de nombreux problèmes. Ils avaient tout, et pourtant ils n'étaient pas heureux. Il n'y avait ni amour, ni véritable lien entre eux. Les relations sont particulièrement tendues avec Kurt. Kurt ne s'entendait pas avec sa famille. Il faisait tout le temps la fête et se droguait régulièrement. Ses parents lui avaient même proposé de l'argent pour qu'il s'engage dans l'armée. Mais il avait refusé. Il ne travaillait pas et ne gagnait pas d'argent. Les policiers découvrent que Bruce et Darlene ne supportent plus de le voir traîner à ne rien faire et le chassent de la maison. Il habitait dans l'annexe. Il avait de l'électricité grâce à une rallonge de 200 mètres reliée à la résidence principale. Et il avait le droit d'y entrer uniquement quand ses parents étaient là. Contrairement à Kurt, Robin est l'enfant parfaite aux yeux de leurs parents. Robin était dans une école privée. Elle fréquentait les milieux huppés. Son père l'adorait. Il lui accordait beaucoup plus d'attention qu'à ses frères. Et le pauvre Billy reste souvent dans l'ombre de ses aînés. Avant les meurtres, Billy fréquentait une école alternative, non traditionnelle. À leur mort, on a découvert que les Rouse n'étaient pas aussi heureux qu'ils en avaient l'air et qu'ils avaient déjà eu des problèmes auparavant. Cette image de famille riche et parfaite que renvoyaient les Rouse se brisait peu à peu. La police envisage le moindre coupable, des membres de la mafia de Chicago aux employés de la station-service de Bruce. Mais ils commencent à se demander si le vrai coupable ne faisait pas en réalité partie de l'entourage du couple. Suite au meurtre de Bruce et Darlene Rouse, la maison reste inaccessible au public et son secret bien gardé.
Ces meurtres non résolus hantent de plus en plus cette charmante petite ville. Il n'y avait jamais de crime violent à Libertyville. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'y installaient. Les habitants ne voulaient pas que Libertyville devienne la ville où avaient été tués les Rouse. Sans la moindre piste, chacun y va de sa théorie. C'est en général ce qui arrive quand un crime aussi violent est commis dans une petite ville et que le coupable n'est pas arrêté. Les gens se forgent leur propre opinion. Est-ce un cambriolage qui a mal tourné? Un meurtre commandité ou toute autre chose? Les rumeurs au sujet des disputes familiales vont bon train et les gens ont vite fait de suspecter les enfants Rouse. Toute la communauté était très inquiète. Les habitants de Libertyville n'étaient pas rassurés à l'idée que le tueur courait toujours ou que l'un des enfants pouvait être le meurtrier. C'était un soir d'orage, il n'y avait pas eu d'effraction. Les Rouse avaient été tués dans leur lit au beau milieu de la nuit, apparemment pendant leur sommeil, et ces adolescents étaient les seules autres personnes présentes ou proches du lieu du crime cette nuit-là. Les enquêteurs commencent à surveiller les enfants à distance. Ils vivent désormais avec leur famille en centre-ville et leur comportement fait naître des soupçons. Ça ne semblait pas les toucher. Ils n'avaient même pas pleuré. Ils n'avaient pas l'air tristes. Ils parlaient des meurtres et répondaient à la moindre question sur un ton détaché. On a appris un peu plus tard qu'un des enfants avait même demandé s'il pouvait quand même aller au bal de fin d'année. Ils ont beau être insensibles, ça ne fait pas d'eux des meurtriers. Sans preuve matérielle, les policiers ne peuvent rien faire. Ils se contentent d'observer Kurt, Robin et Billy dilapider les millions de dollars dont ils ont hérité. Suite au règlement de la succession, ils avaient suffisamment d'argent pour faire tout ce qu'ils voulaient. Billy touchait 1 500 $ par mois. Robin s'était acheté une voiture de sport toute neuve. Il menait la belle vie. En voyant les orphelins dépenser tout l'argent légué par leurs parents, les gens commencent à avoir des soupçons. Malheureusement, leurs familles et leurs avocats empêchent la police de les approcher. Dès le début de l'enquête, les policiers n'avaient pas eu de vraie conversation avec ces enfants. Ils n'avaient aucun moyen de les relier au meurtre. Ils n'avaient pas pu interroger les enfants et n'avaient donc pas pu établir un lien entre eux et les meurtres. Puis, 2 mois après les meurtres, Billy le Benjamin contacte les enquêteurs. En août 1980, Billy a voulu nous voir pour essayer de nous aider à résoudre l'enquête. Il nous a demandé de lui montrer les photos du lieu du crime. On était à la fois très surpris et intrigués. Le policier a prévenu Billy que les photos étaient très choquantes et qu'il n'arriverait pas à les regarder. Mais il a insisté pour les voir. Il voulait nous aider à résoudre l'enquête. Les enquêteurs observent Billy pendant qu'il examine les photos. Dès que Billy tombait sur une photo de sa mère ou de son père, il ne bougeait plus et regardait la photo intensément. Il ne riait pas, il ne pleurait pas, il ne sanglotait pas. Il se contentait de rester là, à fixer la photo. Tout d'un coup, il nous a dit que le sac de sa mère n'était plus sur la chaise. Il a aussi remarqué que la boîte à bijoux de sa mère n'était plus sur la commode. Il voulait qu'on se concentre sur une autre piste et qu'on s'intéresse à un intrus plutôt qu'à lui et à son frère et sa sœur. Mais on a vu clair dans son jeu. 2 autres mois passent et les policiers n'ont toujours pas la moindre piste. Puis, un secret refait surface. Un topographe longeait la rivière des Plaines entre l'avenue Milwaukee et l'autoroute 60. Il a cru voir un tuyau dans l'eau, mais en fait, c'était un fusil à pompe calibre 16. Il a continué à marcher vers le sud sur environ 4,50 m et a trébuché sur un sac dans lequel il y avait un sac à main. Il a sorti un portefeuille du sac
Il l'a ouvert, a frotté la pochette en plastique pour voir ce qu'il y avait en dessous et a découvert un permis de conduire. C'était le permis de conduire de Darlene Rouse. Les enquêteurs et une équipe de plongeurs arrivent sur les bords de la rivière. On a repêché environ 11 fusils, le sac à main de la mère contenant son permis de conduire, sa carte d'identité et des cartes de crédit, et sa boîte à bijoux, qui était encore bien remplie. On a trouvé de nombreuses preuves matérielles dans la rivière, et tous ces objets provenaient de la maison des Rouse. L'affaire avance enfin. Si le coupable avait été un cambrioleur, il n'aurait pas jeté les bijoux et les sacs à main dans la rivière. On aurait tout retrouvé chez un prêteur sur gage, mais là, il y avait encore le permis de conduire et personne n'avait utilisé les cartes de crédit. La version de Billy semble tout à coup peu plausible. Billy voulait que la police soupçonne un cambriolage qui avait mal tourné. Mais quand on a trouvé tous ces objets dans la rivière des Plaines, sa théorie tombait à l'eau. Le jeune Billy essaie visiblement de protéger quelqu'un. Mais qui? Même si les habitants de Libertyville ont retrouvé le sommeil, le tueur court toujours. Et la police commence à se demander s'il ne vit pas à quelques mètres de la maison. Après avoir découvert les objets de valeur des Rouse au fond de la rivière, les policiers soupçonnent de plus en plus l'entourage des victimes. Les policiers s'intéressaient particulièrement à Kurt. C'était un hippie, fan de rock. Il avait des cheveux longs et une barbe. Il habitait dans l'annexe autrefois réservée aux domestiques. Les gens ont immédiatement pensé que Kurt était le meurtrier. Les enquêteurs sont ensuite contactés par une université dans l'Iowa où l'ex-petite amie de Kurt est étudiante. Après avoir découvert que Kurt avait demandé un permis de port d'armes, la police locale le surprend en train de suivre son ex-petite amie. Malheureusement, il disparaît avant qu'on arrive à l'arrêter. Lorsque les enquêteurs interrogent l'ex-petite amie dans l'Iowa, elle leur avoue que Kurt n'a jamais parlé des meurtres. Avec ses cheveux en bataille et son regard dans le vague, Kurt ressemble étrangement à un membre de la famille Manson. Mais les enquêteurs ne peuvent pas prouver que le harceleur présumé a bien tué ses parents. Il ne leur reste plus qu'un espoir, faire parler son frère ou sa sœur. On était sûr que Robin parlerait tôt ou tard. Quand on avait interrogé Robin, elle avait sous-entendu que son frère était impliqué dans le meurtre de leurs parents. Mais elle ne nous avait pas dit pourquoi elle avait cette impression. Elle ne nous avait donné aucun détail précis. Robin savait forcément quelque chose. Soit elle l'avait surpris en rentrant ce soir-là, soit elle l'avait vu ranger les armes et la boîte à bijoux dans la voiture de leur père. Le bureau du procureur faisait tout son possible pour donner l'immunité à Robin Rouse, afin qu'elle puisse témoigner devant un jury. Malheureusement, quelques jours avant que Robin ne s'entretienne avec la police, l'affaire prend une tournure tragique. Robin conduisait sur l'autoroute de Racine, dans le Wisconsin, sous une pluie battante. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un lampadaire. Elle a subi un traumatisme crânien très grave et est morte des suites de ses blessures. Si on en croit les rumeurs, elle se rendait au poste de police pour témoigner. Tout le monde pensait que Kurt était responsable et qu'il avait trafiqué la voiture de Robin pour qu'elle ait un accident. La mort de Robin a été un vrai coup dur. Elle était notre seule piste. Aucun des relevés téléphoniques ou des rapports médico-légaux qu'on a obtenus après ça ne nous ont permis de faire avancer l'affaire. Les détectives n'ont plus le choix, ils doivent abandonner l'affaire. Il faut des preuves pour inculper quelqu'un. Les soupçons ne suffisent pas. Malheureusement, on n'avait aucune preuve. Pourtant, l'affaire continue de hanter les enquêteurs. Je n'ai jamais pu oublier cette affaire. J'avais l'impression d'avoir une épine dans le pied. Je ne pouvais pas laisser tomber. On ne peut ni abandonner, ni arrêter les recherches. C'est impossible. On attend, mais parfois, cette attente dure un peu plus longtemps que prévu.
Pendant des années, les enquêteurs gardent les deux fils à l'œil. Billy part dans le sud, à Key West, en Floride, tandis que Kurt, le principal suspect, part en Californie. Kurt continue à vivre dans son monde de rock et de drogue en tout genre. Au début, Billy semble réussir à oublier son passé agité. Il avait hérité de beaucoup d'argent, il s'était marié et avait appris un vrai métier. Il était charpentier. Il avait acheté une maison à 100 000 $ sur Petronia Street, à Key West, et il avait dépensé 90 000 $ de plus pour la rénover. Mais la vie de Billy se transforme peu à peu en enfer. Il a fini par divorcer et a dilapidé tout son argent. Il vivait sur une vieille péniche ancrée au bord de Key West. Il avait construit un genre de cabane avec des portes et des vieux matériaux de construction. On est bien loin de la maison des Raos, mais cette cabane flottante est devenue le foyer de Billy, et elle attire d'autres marginaux. Il vivait dans cette petite cabane improvisée. Elle devait mesurer 2,50 m sur 3 mètres. Quand ils devaient se laver, ils avaient juste à sortir de la cabane. Il n'avait pas d'argent, il volait pour survivre et il buvait et se droguait dès qu'il en avait l'occasion. En 1995, 15 ans après les meurtres de Bruce et Darlene Raos, les enquêteurs sont contactés par un policier de Key West. J'étais sûr que c'était au sujet de Billy. Le policier m'a dit que Billy avait été arrêté pour complicité dans plusieurs braquages de banques qui avaient eu lieu à Key West. Billy avait été arrêté et se trouvait dans la prison du comté de Monroe. On est allé en Floride, c'était une occasion inespérée. On voulait interroger tous les gens qui avaient été en contact avec Billy et, si possible, l'interroger lui. On espérait que Billy ait tout avoué à quelqu'un à Key West, soit lors d'une soirée bien arrosée, soit dans un moment de culpabilité. L'arrestation de Billy est l'occasion rêvée de savoir enfin ce qui s'est vraiment passé lors de cette nuit d'orage. Quand on l'a vu pour la première fois, il avait l'air très perturbé. Il avait le regard dans le vague, j'avais l'impression d'être face à un mur. Il a parlé de sa vie avec sa famille et de la mort de ses parents. Dès qu'il parlait de sa mère, il y avait une étrange lueur dans ses yeux. Après toutes ces années, je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette dans un tel état de rage quand j'ai parlé de sa mère. J'avais l'impression d'être en face de quelqu'un d'autre. Ce n'était plus le même Billy. J'ai tout de suite reconnu ce regard. C'était le même regard que celui qu'il avait en 1980. Je n'arrivais pas à y croire. Au bout d'un moment, Billy nous a avoué qu'il ne se rappelait pas ce qui s'était passé cette nuit-là. Ça ne suffisait pas à prouver sa culpabilité ou son innocence. Il ne se souvenait simplement plus de cette nuit. L'affaire est au point mort, mais les enquêteurs refusent d'abandonner. Les gardes de Billy allaient le raccompagner à sa cellule quand Chuck lui a parlé, devant la salle d'interrogatoire. Et Chuck a commencé à se confier à Billy. Je savais que ça faisait 15 ans que ça le minait. On avait réussi à se parler depuis quelques jours, et je voulais qu'il sache qu'il pouvait oublier ses vieux démons. Billy nous a alors avoué qu'il avait tiré sur son père. Billy se décide enfin à révéler le cœur de toute cette affaire. Après toutes ces années, il est sur le point de raconter dans le moindre détail ce qui s'est passé cette nuit d'orage dans la maison des Raos. Après 15 ans de silence, les enquêteurs sont surpris par l'honnêteté de Billy Raos. Quand Billy nous a dit qu'il avait tué ses parents, Chuck a failli tomber à la renverse. Personne ne s'attendait à ça. Il fallait le faire parler tant qu'on en avait l'occasion et filmer l'interrogatoire. Il leur parle de sa rancœur, de sa colère sous l'effet des drogues et des reproches de sa mère. She got even smoking pot, and I said, no, I want to smoke the pot. So she walked out to me and said, you smell like liquor.
And she says, yeah, don't worry about it. You're going to be shipped out to military school. I'm just over it. You're going to be just like your brother. You're a moron. And what did you reply to your mom? I said, you're full of you're nothing but you just worry about yourself. Make it easier. Just get me out of your life. Billy s'entendait bien avec son père. C'est avec sa mère que ça n'allait pas. D'après lui, elle passait son temps à lui faire des reproches. À ses yeux, il n'était qu'un bon à rien. Il en avait assez. Ses parents ne l'aimaient pas et le rabaissaient. Sa mère ne lui adressait la parole que pour lui crier dessus et lui dire qu'il était un bon à rien. Elle lui avait même dit qu'il finirait comme son frère Kurt, qu'il ne valait rien. C'était trop dur. Il n'arrivait plus à supporter tout ça. Il est allé dans la penderie près de sa chambre, là où son père rangeait ses fusils et ses carabines. Il a pris un fusil à pompe, il est retourné dans sa chambre, et il s'est assis et a nettoyé le canon. I started playing around with 22. I don't know why. I thought it was a neat old gun. And I got a 16 gauge to get in the walked around the house. I said, I'm going to do it, I'm going to do it. I sat there for about 10 minutes looking at it. And what was going through your mind? T'es qu'un raté, un bon à rien. How I should do it. How you should kill your mom, or you said before you really didn't want to kill your dad. No, I didn't want to. Okay. That's the reason I had the knife at first. You thought it would be quieter and maybe your dad wouldn't wake? Yeah. And then, what did you say? You thought it would be too slow also? Yeah. Okay, go ahead. So what did you do then? So I walked in the room, took the 16 gauge, put it up to her head. I remember pulling it, but the trigger went off. Okay. Then what did you do then? But my dad sat up real quick. Trigger went off again. It wasn't that good of a shot. It just grazed him more or less. I ran around the other side, started hitting him with the butt of the gun. And I don't know how many times I had my head, but that didn't work. He was still. And I didn't want him in misery. So I grabbed the knife and I stabbed him, and then until he quit moving. Et là, Billy a paniqué. Il se demandait pourquoi il avait fait ça et surtout, comment il allait pouvoir dissimuler son crime. I took the jewelry box, I brought that up, hid it in the utility room, and I went back in and messed up some drawers. Then I saw her purse there, so I took that. Took a bunch of credit cards and stuff. What were you going to do? I don't know, man. I was thinking that I'll take a credit card and get out of the state. I don't know. I don't know what I was thinking, man. Billy monte dans la voiture de son père et se dirige hors de la ville. Quand Billy est arrivé au niveau de la rivière des Plaines, il s'est mis à pleuvoir très violemment. Il s'est garé le long de la route, au-dessus de la rivière. Il est sorti de la voiture, s'est approché de la rivière et a eu une idée. Il a fait 2 ou 3 allers-retours de la voiture à la rivière et il a tout jeté à l'eau. Les fusils, les munitions, le sac à main, les vêtements, la boîte à bijoux, tout. I don't remember exactly, man. I know I was thinking about the front door. Okay. And then I figured, man, how'd I do this, man? Why'd I do this? Il est monté dans la voiture et a commencé à rouler. Au début, il comptait quitter la ville. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que si on retrouvait le corps de ses parents dans leur lit et qu'il quittait l'État, ça ne plaiderait pas en sa faveur. Il a donc décidé de faire demi-tour et de retourner chez lui, à Libertyville. Are you sorry that your parents are dead, Bill?
Yes and no. Yes, because I had to deal with them was gone. And then no, because it really up my sister. Any time over this last 15 years, have you ever had any discussion with Kurt about it? You know, the subject has never come up? I've never told nobody. If I had told anybody anything about it, it had to have been a drunken stupor, which ain't unusual for me to be in a drunken stupor. That's the only way I could deal with it. I mean, it's eaten me up for 15 years. I really don't give a about my life right now. If you want to look at the way I've lived. Ces 30 jours dans la prison du comté de Monroe lui avaient permis de se désintoxiquer. Il ne pouvait ni se droguer ni boire. Il n'avait pas d'autre choix que d'affronter sa culpabilité. Quand on a l'habitude d'être tout le temps drogué et ivre, l'état de manque peut vous rappeler brutalement à la réalité. Pour la plupart des gens, c'est un combat de tous les jours. Mais Billy, lui, semblait étrangement calme. Il a accepté de rentrer à Libertyville et d'être jugé. On a pris l'avion jusqu'à Miami et ensuite on a roulé pendant plus de 250 km. Billy était décontracté, il racontait même des blagues. Il a demandé à Chuck s'il pouvait conduire. On aurait dit qu'il avait enfin été libéré d'un grand poids. Il pouvait enfin se détendre. Mais la police n'en a pas fini avec lui. Quand les avocats de la défense savent qu'un coupable a avoué, ils essaient tout de suite de décrédibiliser ses aveux. On savait qu'on allait devoir se battre, mais on était persuadé qu'il serait jugé coupable. Mais Billy engage des avocats et a bien l'intention de se battre. Les avocats de la défense nous accusaient d'avoir fait pression sur Billy pour obtenir des aveux. D'après eux, comme il était en état de manque, on ne pouvait pas l'interroger. Et il aurait dit n'importe quoi pour qu'on le laisse tranquille. La défense a tenté d'incriminer le frère aîné, Kurt, en insinuant qu'il était le vrai coupable. Le caractère d'enfant gâté de Billy ressurgit. Après avoir accusé ses parents de l'avoir poussé à les tuer, Billy compte bien rejeter la faute sur son frère. Tous les habitants de la ville se préparent pour cet affrontement final. Après des années de questionnement, Libertyville se prépare à assister au dernier chapitre concluant le mystère du meurtre des Raos. L'atmosphère était aussi tendue que si le procès avait eu lieu 1 ou 2 ans après les meurtres. Rien n'avait été résolu. Tout le monde avait entendu parler des millionnaires de Libertyville, Bruce et Darlene Rouse. C'était une affaire très médiatique. Les gens en avaient parlé pendant 15 ans. Le procès était sur toutes les lèvres cet été-là. Une famille s'était littéralement autodétruite. Les parents avaient été tués, la sœur était morte dans un accident de voiture et les 2 membres survivants de la famille s'accusaient l'un l'autre. Les enquêteurs doivent relever un premier défi, faire venir Kurt au procès. Kurt vivait à San Francisco à l'époque du procès et toute cette affaire l'avait beaucoup secoué. Après les meurtres, dès qu'il se baladait à Libertyville, tout le monde le montrait du doigt et le traitait de meurtrier. Ça lui avait fait beaucoup de mal et il en souffrait encore 15 ans après. Il ne voyait pas l'intérêt de revenir, puisqu'on avait les aveux de Billy. Mais le procureur sait que le témoignage de Kurt est crucial. On avait besoin de réponses, comme tous les habitants de la ville. Kurt était-il coupable? Que savait-il? Avait-il aidé Billy à détruire les preuves? Le 31 juillet 1996 débute le procès pour meurtre de Billy Raos dans le comté de Lake, dans l'Illinois. L'accusation commence par présenter la preuve la plus accablante, les aveux de Billy. Il a tout repris depuis le début et a décrit la nuit entière dans les moindres détails, sans qu'on ait besoin de lui poser de questions. Il parlait d'un ton très détaché. Il nous a donné des aveux très détaillés. Il ne s'est pas contenté de corroborer notre version des faits. Il a évoqué des éléments dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. C'était lui le coupable. Ça ne faisait aucun doute. Les jurés ont pu visionner ses aveux. Ils ont vu que nous n'avions pas fait pression sur Billy.
Ils ont vu qu'il était à l'aise, il fumait, buvait du café et parlait librement. La vidéo parlait d'elle-même. C'est ensuite au tour de Kurt Raos d'affronter son petit frère. Tout le monde se demande si les rôles vont s'inverser. Pour les habitants de la région, Kurt était le méchant de l'histoire. C'était lui qui avait tué ses parents. Lorsque Kurt est entré dans la cour, c'était la première fois qu'il voyait son frère en plus de 10 ans. Kurt s'est approché du banc des accusés et a posé sa main sur l'épaule de Billy. Les avocats de la défense présentent Kurt comme un adolescent paresseux, chassé du foyer familial et en conflit avec ses parents. Mais son témoignage émouvant va à l'encontre de leur plan. La défense insinuait que Kurt était le coupable et que Billy avait été injustement inculpé à sa place. Mais Kurt était en larmes. Billy ne lui avait pas dit qu'il avait tué leurs parents, mais Kurt savait que ce n'était ni lui ni Robin, et que par conséquent, c'était sûrement Billy. Pendant que les avocats s'affrontaient devant le juge, Kurt était tout seul dans son coin. Il s'est penché au-dessus de la barre des témoins et il a vu une photo de sa sœur. Il l'a prise, l'a approchée de lui, l'a bien regardée et il s'est mis à pleurer. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait convaincu les jurés. Mais quand ils ont vu la réaction de Kurt, ils ont enfin compris qui il était vraiment. Le jury délibère pendant presque 6 heures avant de rendre son verdict. Coupable. Sur le banc des accusés, Billy reste impassible. Il n'a pas réagi. D'après les gens présents ce jour-là, il est resté de marbre. Une atmosphère morose plane sur la cour de justice et sur la petite ville de Libertyville. Justice a été rendue. On n'a pas vraiment gagné. Les habitants étaient soulagés de voir l'affaire classée et heureux de tourner la page. Le coupable avait été arrêté, mais ça ne changeait rien. 2 personnes avaient perdu la vie. Billy n'était rien d'autre qu'un enfant gâté. Il a piqué une crise parce que sa mère ne le laissait pas vivre comme il le souhaitait et il a pris la pire des décisions. Contrairement à la plupart des homicides familiaux, la cupidité ou la vengeance n'a pas été le mobile du meurtre des Raos. Ce n'était qu'un acte désespéré et violent commis par un garçon très perturbé. Les gens surnommaient la résidence des Raos la maison des meurtres. Elle a été vendue plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle brûle entièrement en 2002. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.